Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album comics Dark Droid D-Squad qu'on peut voir à l'écran pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Donc là, je sais qu'il y a toute une confusion autour de Dark Droid, là, de qu'est-ce qui est quoi. Donc, on va vous démêler tout ça aujourd'hui. Mais avant tout, vous l'aurez reconnu, on retrouve notre grand spécialiste BD, roman, manga, jeux vidéo, Alouette, ça va, Jean? Si peu, si peu. Non, ça va très bien. Merci à toi, Francis, pour cette présentation. Merci à tous. Bonjour à tous, les boys, les girls. Là, j'espère que tout le monde va bien. On est de retour hein, après un petit break, vacances. On va dire que c'est les vacances. C'était les vacances. Donc, c'était normal. Effectivement, on est retour. L'école recommence un peu partout. Je sais pas, en Colombie-Britannique, là, au Québec, ça recommence cette semaine. Et, écoute, il y avait, ce n'est pas que pour nos propres vacances, il y avait aussi un certain trou là, dans les sorties. Là, Panini, il faut dire, hein, ceux qui ne sauraient pas, les sorties de comics en France, c'est pas à la pièce, c'est tout d'un coup. Donc, une journée, on en sort 3 en même temps, et après ça, il n'y en a plus pendant 2 mois. Fait que, bref, là, on est en mode un petit peu rattrapage. Celui qu'on va critiquer aujourd'hui est sorti le 10 juillet. Mais voilà, et écoute, justement, enchaînons. On va quand même peut-être rappeler avant d'enchaîner notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Ceux qui ne s'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe. Venez discuter littérature, donc évidemment romans, comics, comme on discute aujourd'hui, mais aussi les beaux livres, les encyclopédies, le matériel légende, etc., etc. Et bon, des fois, ça dévie un petit peu aussi, évidemment, les séries télé, tout ça, mais ça reste concentré sur la littérature. Et que vous soyez du Québec ou pas. Voilà. Pardon, je te coupe, mais là, tu vois, aujourd'hui, justement, on parlait avec Claude, le master de ce site-là, de l'adaptation, de la novélisation de l'épisode 9, justement, que lui, il a commencé à lire, qui est sorti, Easy en français. Donc voilà, on discutait de ça, par exemple. Pauvre lui. Ouais, il n'a pas l'air... Non, disons que c'était pas la meilleure adaptation. Bon. Effectivement. On va se limiter à ça. Écoute, justement, retour des périodes estivales, si on faisait un petit WhatsApp, justement, petit, là, dans le sens qu'évidemment, dans mon cas, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait d'émission. Toi, tu as été plus actif, tu as fait des mangas avec Julien, tout ça. Mais, puis bon, de toute façon, Star Wars en direct a été très actif avec les séries, là, avec The Acolyte. Oui. Mais de ton côté, un petit WhatsApp récent? Tu vas le croire, mais tu vas pas le croire, mais en fait, nous, c'est pareil, on a oublié le WhatsApp pour l'épisode manga. Et puis, les Quad 9, on n'avait pas de WhatsApp. Donc, en gros, j'ai accumulé les WhatsApp depuis des mois. Là. J'ai mis tout le truc à faire. C'est ça, mais au pire, tu n'auras pas le choix d'en laisser tomber dans l'oubli, dans les limbes. Ouais, je pense. Non, écoute, je vais en faire un vite fait. C'est juste, en plus, ça correspond un peu, vu que tu l'as acheté également. Voilà. Oui. Acquisition du dernier petit Lego Micro Fighter. Oui, du Captain Rex. Voilà, je crois que je l'avais montré dans une émission précédente. Tu l'avais montré déjà? Voilà. En fait, j'ai même, je pense que j'ai la boîte juste derrière moi, quelque part ici. Voilà. Donc ça, c'est très, très sympa. Donc ceux qui ne connaissent pas, Micro Fighter, c'est la fameuse gamme de mini vaisseaux Star Wars que malheureusement Lego a tendance à un petit peu laisser sur le côté. C'est 1 par an, voire 2 par an si on pense maintenant. Donc c'est un peu triste, quoi. Mais bon, voilà, c'est sympa. Ouais, écoute, d'un autre côté, pour les collectionneurs, ça permet d'éviter aussi d'avoir une collection qui grossit à un rythme, comment dire, démesuré.
C'est vrai, c'est vrai. Et encore une fois, c'est le Y-Wing de Rex. Alors moi, je savais pas que Rex avait son propre Y-Wing. Je t'avoue, j'ai un peu oublié la série. Ouais, son propre. Oui, comme il l'a volé à la fin, on peut dire que maintenant il est à lui. Voilà. Mais le truc, ce qui m'embête, c'est que ça fait le 3e Y-Wing. Et ça, c'est le problème avec les microfighters, c'est qu'ils récupèrent, tu vois, le Faucon là, en 3 exemplaires. Et là, après le Y-Wing de l'Alliance et le Y-Wing de la Résistance, maintenant, le Y-Wing de Rex, c'est cool d'avoir Rex, parce qu'il est en plus sa minifig est super sympa, la petite cape là, en espèce de tissu là. Ouais, je pense que c'était une mini-figurine assez rare aussi. Hein, donc, évidemment, les fameux collectionneurs de mini-figurines ont dû se l'arracher. Je sais qu'à un moment, il était difficile d'accès. Je crois que quelqu'un dans l'équipe nous avait dit que dans les magasins au Québec, il était dur à trouver. Ah, complètement. Oui, il n'a pas été en stock de suite. Il était censé sortir début juillet, je crois. Tout ça. Et dans les magasins, il n'était pas disponible de suite parce qu'il était sold out direct. Quoi. Donc là, je ne sais pas trop, niveau stock, si... moi, quand j'ai découvert qu'il existait, je pense que c'était grâce à toi, puis il était disponible sur les tablettes du magasin. Donc, je l'ai acheté tout simplement. Ben, écoute, on va rester dans les goodies. Moi, de mon côté, je suis très content d'avoir mis la main et que Funko Pop ait enfin produit je vais l'agrandir, le Battle Droid, là, comment il l'appelle, B1 ou N1, là, original. Pourquoi ça a été si long? Peut-être parce qu'on ne se le cachera pas, il est chétif. C'est un peu un squelette, là, le Battle Droid de la période de la guerre des clones, mais voilà, le résultat est super beau, donc j'ai sauté dessus. J'en achète pas tant que ça, j'en achète pas souvent, mais celui-là, je pouvais pas le laisser passer. Et bon, on va mettre ça dans le WhatsApp. Je voulais faire un retour, Jean, rapide sur un épisode qu'on a fait le printemps dernier, parce que je me suis procuré l'album Dark Vador Black, White and Red. Et écoute, je ne sais pas si ça paraît à l'écran, mais il est immense. Vraiment, là, j'ai fait le saut au point où je suis sûr que plein de gens vont tout simplement pas le remarquer dans leur librairie parce que il ne peut pas être classé avec les autres albums Panini habituels. Pour vous donner une idée de grosseur, là, si je mets le plus récent Astérix à côté. Là, trop bien, Astérix. Et contrairement à Astérix, c'est pas rigide. Donc, c'est pas. C'est couverture souple. Et écoute, quand on avait. Évidemment, moi, comme toi, je les lis. Comment dire, en VO à l'origine. Et je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire d'une certaine double page qui, bon, évidemment, d'habitude, les doubles pages sont à l'horizontale, mais ici, là, on se croirait presque dans un Playboy, donc voilà, la double page comme ça, là, écoute, fait qu'on est rendu à ce grosseur-là, on est format affiche, là, on se cachera pas, là, c'est que, vraiment une œuvre graphique magnifique, c'est sûr qu'elle a vu la grosseur, le prix va avec. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est en souple au lieu d'être en rigide, là, pour limiter le prix. Mais voilà. Si dans votre collection comics, ce n'est pas que pour l'histoire, c'est aussi pour l'aspect graphique, ben écoutez, sautez sur ça. On avait bien aimé ça, ce petit... Ben, tu sais, c'est ça, les histoires ne sont pas nécessairement tout cassées, mais c'est chaque expérience. Je sais que toi, évidemment, il y avait celle de Peach Momoko là, que tu avais adoré. Donc, fait que c'est ça, je voulais le montrer à l'écran. Je l'avais partagé sur Discord, mais fait que d'autres personnes aussi ont mis leurs photos du leur. Là. C'est ça, dans la librairie, on le voit, on se dit, mais c'est immense. C'est vraiment... Là, après, je sais que les collectionneurs, dans leurs étagères, ça va peut-être faire un peu de tâche, entre guillemets. Oui, je ne peux pas le classer avec les autres albums Panini normaux. J'en ai pas avec moi proche, là, mais évidemment, c'est la moitié de la grosseur, un album Panini environ. Donc, moi, j'aime bien ça, je sais pas. J'aime bien les bibliothèques un peu mal classées, enfin pas mal classées, mais justement un petit peu en bordel, entre guillemets. Je trouve que ça vit plus qu'une librairie, une bibliothèque qui est vraiment classée. Là, tu vois, en VO, voilà. Chacun ses trucs. En Amérique du Nord, tu sais, quand tu es dans un Indigo, par exemple, c'est anciennement Chapters, tu vois tous les bouquins en bazar, entre guillemets, parce qu'ils sont tous de formats différents. Et je sais pas, ça apporte un petit charme quand même d'avoir, même au sein de Star Wars, tu as plusieurs formats différents, que ce soit entre les Essential Legend Collection qui sortent toujours. Ouais, surtout en VO. La Haute République. Voilà, en VO, c'est très, très bordélique. C'est vrai qu'en français, les éditeurs sont beaucoup plus carrés pour essayer de garder une certaine cohérence entre les tranches, notamment. Mais bon, ça dépend des goûts. Oui, c'est ça, exact. Mais par exemple, je me souviens que Tom avait râlé, pour utiliser le terme français, juste au niveau de comment on l'appelle, la tranche, le côté des albums de la Haute République qui étaient soit dorés, soit bleus, soit noirs, là, selon la phase, alors que les autres Panini, évidemment, sont noirs à la base, un peu un fond étoilé. Donc, fait que là, c'est pas juste la couleur, c'est carrément le format. Il va falloir que tu le trouves. Mais c'est ça, comme je vous dis, c'est une œuvre graphique magnifique.
Donc, moi, je vois un peu plus ça comme une œuvre d'art, là, qui est comme une simple bande dessinée. Là. Par exemple, le Astérix que j'ai montré juste avant, bon, on l'achète pour la nostalgie puis le plaisir de lire l'aventure d'Astérix. Là, c'est pas vraiment ça. Parce qu'honnêtement, l'aventure de Darth Vader là-dedans, bon, c'est pas, on peut s'en passer, tout à fait. Par contre, j'avais une question. On ne dit pas râler au Québec? Non, ça n'existe pas, râler au Québec. Quoique avec l'invasion des étrangers comme toi, là, beaucoup de France, je suis pas au Québec, effectivement, ça se répand peut-être, mais ici, on dit chialer. Donc, OK. C'est ça. Chialer, c'est... D'ailleurs, pour rester dans le WhatsApp, ma blonde, donc ma conjointe, on va continuer de traduire, ma blonde me chiale après chaque année, chaque été, comme quoi j'arrête pas de travailler, faire des travaux sur la maison, le terrain, tout ça, et que je me repose pas du tout pendant l'été. Et cette année, je l'ai écouté, j'ai pris du repos et tu vois, je me suis tapé la relecture en français de Rising Storm. Donc, c'était quoi en français? L'orage gronde. Et je suis en train de terminer la suite de Claudia Gray, là, La chute de l'étoile. Donc, Fallen Star. En français. Oui, en français cette fois-ci. Donc, deux excellents bouquins. Vraiment, là, ouais. Et encore plus Rising Storm, c'était le Cavan Scott, là, un auteur plus comics, là, mais c'est vraiment un roman d'action. Là. Ouais, ça pète de partout. Il était bien, il était très, très bien. Excellent. Écoute, si je te demandais, on avait quoi pour les auditeurs? Alors, récemment, on a eu un Quad 9 Star Wars que l'équipe québécoise... Non, c'était un mix, en fait. Il y avait JF de l'équipe québécoise et Sylvain et Tom. Tom qui revenait depuis très longtemps de la Team FR, qui ont fait un petit rapport sur la D23, comme tu le montres, là, les annonces qui s'est passé durant cette convention de la D23, convention annuelle Disney. Donc voilà, en focusant évidemment sur les annonces Star Wars. Donc voilà, il y avait un petit peu de Skeleton Crew, un petit peu des parcs d'attractions là, qui vont être updatés pour inclure Mando et Grogu. Et donc le fameux Lego Star Wars qui sort bientôt, là en début septembre, il y a la mini-série de 4 épisodes qui sortira. Donc voilà, c'était un peu pour nous updater sur les annonces. Oui, puis la partie sur Skeleton Crew, en plus, on a découvert que Sylvain était urbaniste à ses heures. Donc, je ne sais pas si tu l'as écouté déjà, là, mais voilà, Sylvain a fait toute une diatribe sur le mode de vie de la banlieue nord-américaine. Donc, ceux qui l'ont pas écouté, vous irez écouter ça. Évidemment, c'est comme toujours l'expertise dans un domaine comme celui-là, très éloigné de la vie professionnelle de Sylvain. C'est toujours savoureux d'avoir son avis. Là. Donc, tous les banlieusards, dont moi-même, on te salue, Sylvain, pour cette petite minute de salissage anti-banlieue nord-américaine. Écoute, il y avait notre émission, l'émission littérature. Comme je disais, tu as été très actif pendant l'été, donc... Ouais, j'aurais pu être plus actif, hein, mais bon, on a fait au moins cet épisode manga avec Julien, qui revenait sur donc, les 2 tomes de Mandalorian, mais surtout le tome de Vision, et qui adaptait un petit peu 4 épisodes de la série Vision saison 1. Donc voilà, donc qui voyait le retour de Julien aussi. Julien, il n'est pas très très actif non plus, il revient souvent pour ses émissions manga, donc ça fait très plaisir de l'avoir en ondes. Voilà. Ouais, Julien, on rappelle qu'il a eu son premier enfant il n'y a pas si longtemps, donc c'est toujours... au premier, c'est quand même un changement de vie important. Là, je dirais qu'en 2 au 4e, ça fait plus ou moins une différence, là, mais au premier, c'est quand même drastique. Et écoute, encore une fois, je pense que j'ai déjà mentionné par le passé, mais moi, j'invite les gens, même des gens qui connaissent rien et qui ne sont pas nécessairement intéressés par les mangas, je les invite à vous écouter, toi et Julien, et je pense que Loïc aussi avait participé dans le passé, mais c'est ça, moi j'apprends une tonne de choses là, parce que je ne suis pas du tout un connaisseur de manga, donc c'est ça. Mais ça me fait plaisir. Les épisodes manga, c'est vraiment très instructif. Merci beaucoup. On se passe de la crème de l'auto, on s'auto-congratule. Oui, c'est ça, exact. Voilà, écoute, on va passer en hyperespace, puis on fera une petite minute actualité après, et après, évidemment, notre sujet principal. OK, let's go. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, de retour de l'hyperespace, comme je disais, on va faire une minute actu. Je trouvais que c'était le bon moment parce que d'un côté, on est à la fin de l'été, donc au niveau des sorties en VO, on va présenter ce qui s'en vient dans les semaines, mois à venir.
Et du côté VF, ben, on est aussi dans la... Évidemment, il y a toujours un petit décalage. On est sur la fin des différentes séries, Star Wars, Vader, Bounty Hunters est déjà fini, Dr. Aphra est déjà fini. Là, on est dans l'espèce d'événement Dark Droid, là, justement, qui va venir fermer ces séries-là. Et bon, ben, c'est la fin de la période entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Donc, qu'est-ce qui s'annonce après? Donc, je voulais qu'on regarde ça un peu ensemble. Je vais partager à l'écran. Tu vois, déjà, on a 2 petites surprises du côté jeunesse. On a des mini-séries en 4 qui s'en viennent. Donc, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est Echoes of Fear, donc une mini-série en 4. Du coup, quand je dis jeunesse, bon, c'est des comics chez Dark Horse. Là. Dark Horse, c'est ça. C'est arrivé qu'on en ait qui sont moins jeunesse quand même, là, qu'on ne peut pas tant taguer de jeunesse. Donc, on vous invite quand même à acheter un œil. Je me souviens entre autres d'un one-shot de Claudia Gray qui était vraiment excellent chez Dark Horse. Ensuite, on va avoir un one-shot. Bon, je le mentionne, je ne sais pas, en français, ils vont l'intégrer dans quel album? Sûrement dans un de la Haute République, là, j'imagine. Un one-shot de Acolyte, donc sur Kelnaka. Écoute, peut-être qu'ils vont en annoncer d'autres après, mais pour l'instant, il y avait un seul one-shot d'annoncer sur les personnages de Acolyte. Ensuite, bon, comme je disais, les séries régulières se terminent, on passe le retour du Jedi et donc on enchaîne après avec... on recommence pas tout de suite des séries, tu sais, Star Wars, Vader, tout ça. C'est une mini-série. On a-tu déjà le nombre de numéros? Ouais, c'était... Alors, à la base, c'est 4 aussi, mais ouais. On en avait discuté ça avec JF dans notre émission. Mais apparemment, enfin, nous, moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est le début d'un... Parce qu'il parlait d'une maxi-série pour la nouvelle série Star Wars, The Battle of Jakku. Ouais. Et quand j'ai vu le nombre d'issues juste limité à 4, je me suis dit, ça fait un peu short pour une maxi-série. Donc, je me demande si c'est pas la première partie d'une série plus grande, genre Insurgency, quelque chose d'autre. Enfin, ouais, une espèce de plusieurs mini-séries back-à-back. Battle of Jakku. Donc, en tout cas, celle-là, Insurgency Rising, c'est juste 4 numéros encore une fois. Donc, ouais, puis bon, évidemment, Battle of Jakku, donc ceux qui seraient complètement déconnectés un peu du canon de qu'est-ce qui se passe après le film, ben, c'est ça, 1 an après, il y a la bataille de Jakku qui, là, ça va être la fin de l'Empire, vraiment, là, où l'Empire chute complètement. Tout ça vient des romans. Donc, on avait ça aussi dans le jeu vidéo, là, Battlefront 2, hein, si je me souviens bien, c'est dans le 2. Fait que ça, dans le fond, ben, c'est pour ça, comme je disais, ça commence en anglais incessamment, mais bon, c'est ça, on peut supposer que de 2025, ça va être ça, les albums là, qui vont commencer à sortir. Est-ce que tu veux, là, regarde, là, Kelnaka et le Adventures, c'est pour septembre, le 4 septembre, donc c'est pour très bientôt. Là, le Battle of Jakku, ça sera pour début octobre, donc en VO, hein, tout ça. Ouais, c'est ça. Ben, comme le sous-titre, je suis d'accord avec toi, c'est ça. C'est comme si Battle of Jakku allait être une espèce de maxi-série où on ne sait pas trop quoi. Puis Insurgency Rising, c'était en 4 numéros. Là, mais bref, on va voir. Peut-être comme Dark Droid, tu vois, Dark Droid qui est genre, t'as Star Wars Dark Droid, Dark Vador, Dark Droid, Dr. Aphra, Dark Droid, D-Squad, comme on va voir ce soir. Et là, c'est ça, c'est Battle of Jakku, c'est un sous-titre. Je sais pas, on verra. Ouais, c'est ça. Sinon, bon, dans des épisodes passés, on a déjà chialé contre la multiplication des mini-séries. Donc, ça continue encore, comme vous allez le voir. On a une mini-série en 4 des Ewoks. Écoute, bon, j'imagine que ça va être du matériel un peu sympathique, là, sans, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que ça ait une importance capitale dans le canon. Moi, j'ai juste une interrogation. Est-ce qu'ils vont faire parler les Ewoks comme dans les anciennes séries, ou est-ce qu'ils vont faire comme dans les one-shots qu'ils ont fait récemment pour l'anniversaire du Retour du Jedi, des épisodes muets mais conceptuels, on verra. Ça peut être intéressant. Ouais, ben là, si c'est toute la série au complet sur eux, je serais pas surpris qu'ils les fassent parler, là, mais bon, après, dans leur tête un peu. Pour les fans, voilà, j'espère ça. Pour les fans de l'épisode 6 et pour ceux qui ont bien aimé les Ewoks, parce qu'on était gambins, quand on était en train de regarder les 2 téléfilms, ben moi j'aime beaucoup les Ewoks et j'ai hâte de lire ça, bizarrement. Ouais, ben il y avait les 2 téléfilms, puis il y avait le dessin animé aussi. Et le dessin animé, que j'ai jamais vu, tu vois, ça sera peut-être l'occasion. Ouais. Je pense je ne sais plus s'il est sur Disney+. Ah, peut-être, ouais. Mais bref. Ensuite, encore une autre mini-série jeunesse. Là, on va taguer ça jeunesse chez Dark Horse. Donc, ici, c'est Dispatch from the Occlusion Zone. Bon, évidemment, si vous n'avez pas suivi la Haute République, vous ne savez pas de quoi il est question. Mais c'est ça, il y a une zone d'occlusion. Je ne me souviens plus le terme en français.
Mais, et d'après ce qu'on voit à la couverture, on retrouve beaucoup de nos personnages qu'on avait dans d'autres séries, à la fois jeunesse et moins jeunesse, donc roman aussi, donc ça va être intéressant. Et ça, qui sort pareil, début octobre avec le Ewoks, Ouais. même jour. Puis bon, enfin, côté jeunesse, on a aussi une mini-série qui est un peu... c'est tagué Hyperspace Stories, là, qui était déjà les comics jeunesse, mais pas de la Haute République chez Dark Horse. Et là, ça semble être des one-shots centrés sur des personnages. Donc, on a déjà Qui-Gon et après, le suivant, c'est Obi-Wan. Ouais. Donc, il faut savoir, il va en avoir combien, là, ça va être quel genre de... Alors, c'est surprenant, et je ne savais pas du tout que tu allais passer ces trucs-là, parce que, en fait, ça, c'est annoncé depuis très, très longtemps, et j'ai l'impression que Dark Horse a du retard hein, sur cette gamme de comics-là. Qui-Gon devait sortir cette année déjà, il a été repoussé à février 2025 en VO, encore une fois, et Obi-Wan, qui devait sortir aussi cette année, eh bien, lui, il a carrément perdu sa date, donc on ne sait pas quand est-ce que ça sortira, on espère 2025. Donc ça c'est prêt de sortir en France, je pense. Puis tu vois, d'après ce qui avait été annoncé, c'est ça, il y avait beaucoup de personnages. Là. Il y avait Luke aussi, il y avait Leia, Kylo Ren, Rey, Vador, bon. Ouais, Grievous, écoute, c'est ça. Alors tout ça, il n'y a aucune date, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune nouvelle sur cette gamme-là. Donc... Ben, tu vois, moi, le Qui-Gon, je l'ai le 29 janvier et le Obi-Wan en avril. Mais écoute, tu vois, ils ont été updatés parce que moi, les dernières dates, c'était le février pour Qui-Gon et en 2025 vague. Ah, peut-être qu'ils ont précisé les dates récemment. Parce que les dates de comics, en fait, là, on vous dit à peu près, hein, les dates de sortie, ça évolue énormément, en fait. Là, nous, on check régulièrement, une fois tous les 2 mois, moi, je check les dates et à chaque fois, je dois updater les dates de sortie parce qu'elles évoluent, quoi. Soit elles sont avancées, soit elles sont retardées. Tu vois, par exemple, même les romans, le roman Mace Windu était prévu pour ce mois-ci, en août, et a été repoussé en octobre. Tu vois. Donc, ouais, les dates sont jamais trop arrêtées en littérature. C'est un peu chiant. Exact. Donc, voilà pour ce qui est de ce qui s'en vient côté comics. Donc, si on revient à ce qui vient de sortir, oui, Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a aussi, en début septembre, une autre mini-série de 4 numéros. Ah non, c'est un one-shot de la Haute République, Les Aventures, sur Crash. Crash, la fameuse personnage. Oui, en fait, je ne l'ai pas mis parce que je crois qu'à la date, en fait, moi, comme date, j'ai le 28 août. Et je crois on va être pas mal. Notre épisode qu'on enregistre en ce moment va être sorti. Donc, d'accord, ok. Tu vois, mais ça, c'est encore changé parce que moi, j'avais encore septembre et ça a dû changer encore. Ouais, donc, centré sur le personnage de Crash là, et son équipe qu'on avait découvert dans des romans. C'est un peu le Daniel Rosé Holders Universe. Yeah, c'est un peu ça. Voilà. Excellent. Écoute, donc, si on revient à notre sujet du jour, qui est l'album qui est sorti chez Panini de Dark Droid D-Squad. Écoute, déjà, on peut peut-être démêler tout ça. Même notre leader suprême aujourd'hui était complètement... fait rigoler, Danny. Était tout mêlé là, dans Dark Droid et qu'est-ce qui est quoi. Donc, Dark Droid, évidemment, c'est un événement. C'est le 4e événement crossover là, suite à War of the Bounty Hunters, Crimson's Reign, Hidden Empire et bon, maintenant, c'est Dark Droid. Le concept, c'est des méga en crossover, c'est des événements, comme ils disent chez Marvel. Donc, ce n'est pas que des épisodes de telle série qui fusionnent avec l'autre. Là, il y a aussi des numéros uniques. Donc, évidemment, il y a des numéros de Star Wars, de Vador, de Bounty Hunters, de Afra. Et dans le fond, en plus, il y a des numéros originaux qui s'appellent juste Dark Droid. Donc, il y a un album qui est sorti en même temps qui s'appelle que Dark Droid. Et enfin, il y a une mini-série à côté dont on va parler aujourd'hui, donc qui est la mini-série D-Squad. Donc, pour ceux qui nous écoutent à l'audio seulement, c'est pas D, là, T-H-A, là, c'est D, la lettre D-Squad. Et vous aurez peut-être deviné à la couverture, mais le héros principal est R2-D2. Donc, voilà, moi, je me suis muni de mon verre de R2-D2. Il est derrière aussi. Il est derrière toi. Oui, c'est ça, R2-D2, il est partout. Hein. Il est partout chez toi. Mais on peut peut-être mentionner que tout de suite, déjà, R2-D2, il ne parle pas. Hein. Évidemment, il fait des bip, bip, bip. Et fait, non seulement il y a cet aspect-là qui fait que, côté dialogue, c'est peut-être plus rapide que certains autres comics, mais en plus, c'est un comics très action. C'est vraiment le style blockbuster, là, The Avenger, etc. Là. Fait que ça pète de partout, donc c'est ça. C'est une lecture très rapide. Faut le dire, là, si vous quantifiez votre achat, là, le prix versus le temps que ça vous prend à le lire, là, vous ne rentrerez pas dans votre argent ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Justement, si je te demandais avant d'attaquer
comment dire, la partie spoilers, là, en une phrase, ton appréciation de l'album? Alors, comme tu dis déjà, c'est une lecture extrêmement rapide. Hein, tu vois, j'ai mis 1 journée et demie à préparer l'émission parce qu'effectivement, c'est que 4 numéros dans ce tome-là, avec pas mal de dialogues, comme tu dis, alors des dialogues entre guillemets, comme tu dis, vraiment de droïdes. Quoi. Il n'y a pas que R2D2, là. Il y a plein de droïdes qui parlent. Ouais, il n'y a pas que de R2D2, il y a beaucoup de droïdes qui parlent, il y a des dialogues également, mais à chaque fois qu'R2 dialogue, entre guillemets, c'est vraiment des bip bip bip, donc c'est très facile à lire, on va dire. Alors moi, je l'avais déjà dit, bon alors, pas encore parce que Dark Droid, on était censé faire l'émission sur ce tome-là en particulier avant, et là D-Squad était censé venir après en complément, un petit peu comme ce que c'est que ce tome. En fait, c'est un peu un petit tome compagnon, tie-in comme ils disent en anglais, qui est lié à Dark Droid, mais qui n'est pas non plus indispensable, on va dire, qui voit les aventures d'R2D2 suite à un événement qui se passe dans Dark Droid. En fait, moi, à la base, ce crossover Dark Droid, je le déteste pas. Là, je reprends encore une fois, Francis, je n'ai pas détesté, mais en fait, c'est le problème de timeline, moi, qui me dérange depuis le tout début de tout ce gros bordel que sont tous ces crossovers énormes, que ça soit entre l'épisode 5 et 6, en fait, ça me dérange un peu qu'en 1 an, parce que dans la timeline de Star Wars, entre 5 et 6, tu as 1 an, et que tu es à la fois la trilogie qui ira, donc 3 gros événements, que tu as cet événement de Dark Droid qui, on verra, a quand même énormément de conséquences qui, au final, dans l'épisode 7, 6 sont même pas mentionnés. Et en plus de ça, tu as toutes les aventures des équipes Star Wars, Afra et tout le bazar, plus ou moins indépendantes. En plus de tout ça en 1 an, j'ai du mal. Non, ça fait aucun sens. Non, il est vraiment temps qu'on tourne la page de la période entre le 5 et le 6. Là. Voilà. Mais voilà, ça fait aucun sens. Mais si tu fais fi de ça, si tu mets ça de côté, tu dis ok, je veux me lire une petite histoire Star Wars et tout. Moi, le crossover Dark Droid, en général, incluant D-Squad, mais tout le truc, en fait, je trouvais plutôt sympa, bien mieux, en tout cas, que Crimson Reign et Hidden Empire. Écoute, on débattra pas là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment, là, si on avait à classer les 4 événements là, consécutifs qu'il y a eu, War of the Bounty Hunters resterait meilleur, à mon avis. Ouais, moi j'aime bien aussi. Je mettrais Dark Droid devant là, les deux, centrés plus sur Kira. Écoute, on n'avait même pas discuté avant. Écoute, on est un peu sur la même longueur d'onde. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette lecture-là, sans rentrer trop dans les détails. Je te laisse la parole, mais c'était plutôt sympa. Écoute, moi aussi, effectivement. En fait, je croyais qu'on aurait plus de débats parce que au fur et à mesure des semaines, là, au début, tu n'aimais pas du tout Dark Droid. Je me souviens là, que tu avais c'est très négatif. Mais bon, on va voir sur cet épisode-là en particulier. Donc, moi aussi, je suis comme toi, là, quand même, une petite lecture rapide. Efficace, tout ça, on va parler graphique aussi plus tard, mais la job est faite et même très bien faite. Donc, c'est ça. Un petit album très sympathique. Écoute, avant d'aller de l'avant avec le résumé spoilers, si on peut dire, de l'album, on peut peut-être rappeler un peu le contexte, par contre, parce que comme tu dis, là, ça s'inscrit dans Dark Droid. D'accord. Oui, bien sûr. Évidemment, ça se passe au travers, là, donc, parce que quand il y a des événements comme ça, pour vous donner une idée, on a carrément la liste, et bon, telle semaine, avec chaque numéro de chaque série, là, en termes chronologie. Là. Donc, les 4 numéros de D-Squad s'inscrivaient au travers de tout le reste de l'événement. Mais c'est ça, le contexte de l'événement, c'est, eux appellent ça le fléau. Donc, autrement dit, c'est les droïdes qui sont infectés par ce qu'ils appellent le fléau. Ah, c'est le fléau en français, ok. Ouais, le Scourge en anglais. Le Scourge, le fléau. Ok. Et c'est le fameux. Là, je cherche le nom, comment ça s'appelait, justement, dans les 2 autres événements. Ah, le Spark Eternal, ouais. Le Spark Eternal, voilà, je me souviens plus exactement la traduction, mais qui est venu fusionner avec un IA, comme on dirait, c'est un terme à la mode en ce moment. Donc, avec une intelligence droïde assez poussée, donc pour former cette nouveauté qui est cette espèce de fléau et qui va prendre des ampleurs vraiment galactiques, là, autant du côté de l'Empire que des rebelles, qu'on va voir tantôt, ou même chez les contrebandiers, tout ça, c'est vraiment toute la galaxie est infectée. Fait que je suis d'accord avec toi quand tu disais dans le 1 an, là, le 1 an entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, que tous ces événements-là soient arrivés, la guerre des chasseurs de primes, la guerre civile, on va dire, avec Crimson's Down, là, de Kira, puis maintenant, une nouvelle guerre, si on peut dire, avec les droïdes.
Ça fait beaucoup, là. C'est Bah vrai, oui, c'est un peu trop. Et là, tu parlais d'un fléau. En fait, c'est pour un peu imaginer le truc. C'est un genre de virus informatique quoi, qui va se répandre à travers tout ce qui est droïde, mais pas que. Hein. Plus ça avance dans l'histoire du Dark Droid, l'histoire, tu verras que d'abord ça infecte les droïdes, puis ça infecte comment t'appelles ça, les organiques entre guillemets. Donc quelqu'un qui a une prothèse ou quelque chose. Exactement. Donc, t'imagines que tous les organiques ayant des prothèses, dont on va dire Dark Vador ou Valance par exemple. Même Luke, en fait, ouais. Mais Luke techniquement, ou même Afra avec son bras, en fait, tout ça sont potentiellement contaminables par ce fléau, comme tu dis. Et c'est un fléau qui a une espèce de hive mind, là, comment t'appelles ça, une pensée de ruche, qu'en fait, il peut tout voir tout partout grâce à la prolifération de tous ces droïdes, quoi. Donc c'est assez intéressant, ça fait très SF comme concept. C'est un concept SF qu'on a vu dans énormément d'œuvres, ciné, romans, tout ce que tu veux. Moi, ça a beaucoup fait penser à Isaac Asimov et sa saga des robots, par exemple, Terminator. Enfin, il y a énormément de concepts comme ça, un petit peu SF, mais vraiment un peu plus hard SF que de la SF un petit peu fantasy de Star Wars. Donc ça sort un petit peu de Gond Star Wars, mais je dois dire que c'est relativement bienvenu du moment que tu ne dis pas que tu es entre 5 et 6. Quoi. C'est ça. Faut que tu oublies que côté chronologie, ça commence à être vraiment exagéré. Voilà. Donc, si tu veux, on peut commencer par le résumé. Donc, en gros, dans le Dark Droid, donc ça on va tomber en spoiler dans ceux qui n'auraient pas compris. Là, donc, voilà. Spoiler. Est-ce que tu veux, on fera les auteurs après donc le résumé ou comment? Je l'ai fait défiler à l'écran. Là, si tu veux, on peut l'aborder tout de suite. Mais on a Mark Guggenheim qui avait déjà officié récemment sur le Retour du Jedi, là, le 25e anniversaire. Ouais, et ce qui est intéressant avec lui, c'est que il a fait aussi c'est une mini-série anecdotique entre guillemets qui s'appelle Han Solo et Chewbacca qu'on avait review, qu'on avait beaucoup aimé. C'était une très bonne surprise. Et en fait, il se trouve que il avait déjà un petit peu comme Charles Soule, ils aiment bien faire, c'est poser des petites graines un peu partout pour les réutiliser des années plus tard. Mais Mark Guggenheim avait fait exactement la même chose. Il avait commencé à semer des graines que sera Dark Droid plus tard dans ce comics-là, Han Solo et Chewbacca. Ce n'est pas indispensable. Si vous l'avez pas lu, c'est pas grave. C'est juste des petits clins d'œil que ceux qui l'ont lu, ils diront ah tiens ça c'est sorti de là, tu vois. Il avait aussi fait une partie du tome de Yoda, tu sais, le Yoda qu'on avait beaucoup aimé aussi, et toute la partie Anakin Yoda team up contre une équipe de droïdes aussi, au temps de la guerre des clones. C'était la mini-série en 10 là. Ouais, voilà, donc c'était très très bon. Et voilà, donc c'est intéressant. Côté graphique, on peut peut-être mentionner, écoute, c'est plus ou moins nouveau dans l'équipe, là, Salva Espin. Je crois qu'il avait déjà fait un ou deux one-shots là, ici et là, dans, par exemple, les créatures du palais de Jabba, là, ou des comme ça, là, mais écoute, on va voir son œuvre, là, mais c'est ça. Personnellement, j'ai été séduit. Ouais. Il a fait un petit peu de... Ouais, Révélation, quoi. Révélation, c'est un petit peu un numéro crossover, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, il a fait un peu de ça. Mais effectivement, et on a un autre dessinateur aussi, on a, donc tu parlais de Salva Espin, mais il y a aussi... Il y a comme un mini one-shot dans un des numéros. Voilà, à la fin du premier numéro de Discord, en fait, et ça c'était déjà valable en VO lors de la sortie du numéro seul, il y a quelques pages en fin de numéro, où c'est pas du tout le même dessinateur, c'est toujours Guggenheim au scénario, mais c'est David Messina là, qui prend les crayons et les pinceaux, et lui, David Messina, on l'a vu énormément dans Star Wars, il a fait du Bounty Hunters, il a fait du Han Solo et Chewbacca justement avec Guggenheim, donc lui c'est un dessinateur qu'on a vu bien plus souvent, et voilà, donc il arrive là au milieu du truc, donc on en parlera un petit peu aussi en spoiler si tu veux, c'est un peu surprenant, mais bon. Ouais, côté structure, j'ai trouvé ça étrange un peu, mais ça vient mettre un petit peu de contexte, par exemple, aux gens qui ne liraient que cet album-là, détaché du reste, ou qui liraient celui-là avant le reste de tous les autres albums. J'ai quand même trouvé que ça avait son utilité pour amener un petit peu de contexte. Bref, je te laisse aller avec le résumé. Vous allez voir, c'est pas... Ah oui, non. C'est ça, c'est rapide, hein, fait qu'il y a pas de... C'est pas un roman, là. Non, c'est facile. C'est facile à résumer. Donc le tome, il commence lorsque R2-D2 va se retrouver éjecté dans l'espace après sa rencontre avec le fameux fléau. Donc ça, c'est un événement qui est montré vraiment dans Dark Droid, donc le tome de Dark Droid. Alors Dark Droid va plus se focus donc sur ce fléau-là, sur le point de vue du fléau, et tout l'arc D-Squad, ça va plus se focus, donc tu le disais, sur R2-D2 et son squad de droïdes qui vont essayer de renverser ce fléau-là. Donc le numéro commence avec un R2-D2 qui flotte dans l'espace jusqu'à retrouver un autre vaisseau
qui est piloté par un certain WAC-47, qui est un ancien collègue à lui, du temps de la guerre des clones, et c'est un droïde aussi, c'est un pit droïde, comme on a vu dans l'épisode 1. Donc R2 va un peu updater le pit droïde sur ce qui se passe avec le fléau, le début de la contamination des droïdes et tout ça. Et R2 va aussi vouloir retrouver 000, le fameux tueur de droïdes de Dr. Aphra, qu'on a vu surtout dans les comics Dr. Aphra. Et voilà. Et donc le numéro finit sur un petit flashback, sur ce fameux petit flashback dont tu mentionnais juste avant, qui s'appelle le livre de Ajax. Et en fait, Ajax, ça va être un peu l'antagoniste, enfin le némésis de le fléau. Le fléau, en fait, c'est le gros méchant de Stark Dark Droid. Ouais. Et au sein de ça, tu as une espèce de héros droïde, une espèce de prêtre droïde guerrier qui va se... Ouais, une espèce de chef de communauté, on peut dire. Voilà, donc il s'appelle Ajax. Et donc la fin de ce numéro 1, donc le petit one-shot, ça va être un flashback qui va nous raconter un petit peu les origines d'Ajax, en fait, en gros. C'est ça. Ensuite, numéro 2, ça commence, 000 et R2 se rencontrent, discutent donc de cette... moi, j'ai appelé ça une plague, une peste, quoi, une maladie qui se dévaste, mais on va appeler ça un fléau. Le fléau, c'est très très bien à traduire, on doit dire. Et ils se demandent comment soigner notamment BT-1. BT-1, c'est l'acolyte de 000, le fameux droïde astromech, lui aussi un petit peu psychopathe, qui apparemment est aussi atteint de ce mal. Donc ils vont réussir à le mettre HS avec une espèce de podricer, avec l'espèce de faisceau d'énergie. Un peu comme Jar Jar, la langue de Jar Jar voilà. dans l'épisode 1. Ouais. Exactement. Donc BT-1 qui était complètement berserk, qui défonçait, que ce soit les droïdes, les humains, qui défonçait un peu tout le monde, va être HS. Mais entre-temps, quelqu'un d'autre entre en scène, c'est IG-88, le fameux chasseur de primes. Donc lui, il va réclamer les bounties, les primes de BT-1 et de 000. Et puis, bam, un autre bounty hunter, un autre chasseur de primes arrive, c'est 4LOM. Donc là, c'est l'acolyte de Zucus, l'autre chasseur de primes, donc, qui va arriver, qui va lui aussi vouloir récupérer les 2 droïdes assassins. Mais en fait, non. Il y a un petit twist, lui, il veut récupérer R2. Donc, il ne veut pas vraiment récupérer BT-1 et 000. Donc, petite baston entre IG-88 et 4LOM. Et dans le numéro suivant, on va voir qu'il y a un troisième acteur qui va rentrer dans la bataille. On va avoir une espèce de Mexican standoff, avec 3 parties. Donc, tu auras IG-88, 4LOM et une espèce d'organique cyborg, comme tu disais, qui, on va l'apprendre très très vite, est déjà contaminé en fait par le fléau. Et donc, en fait, le fléau peut voir ce qui se passe via le cyborg, en fait. Donc, c'est ça, quoi. Donc là, c'est une espèce de bandit qui a la particularité d'avoir des implants cybernétiques et qui permet à... Un personnage typique de comics, là. Quelque chose qu'on a vu, ou de petits romans jeunesse, là. Voilà. Ça. Très générique, effectivement. Et donc là, grosse baston entre les 3 parties. On a 4LOM qui veut garder R2, R2 qui veut s'enfuir avec BT-1, IG-88 qui veut s'enfuir avec 000, et 000 qui se réveille au milieu de ce bordel. Donc c'est assez drôle, quand même. Ils arrivent à neutraliser le cyborg, quand même, et ils vont le garder en otage, et le groupe décide d'une trêve. Donc voilà. Ils vont discuter un petit peu dans leur vaisseau, ils vont entendre parler d'un autre groupe de droïdes combattant le fléau, donc aka le fameux groupe de Ajax, justement, qu'on mentionnait plus tôt, et ils décident de s'allier à lui, d'essayer de le rencontrer, quoi. Mais ils ne connaissent pas ses coordonnées, dommage. Donc ils vont faire un petit détour sur Rylot, où R2D2 va retrouver une ancienne camarade astromech datant également de la guerre des clones, qui s'appelle QT, QT qui connaît un peu les bails concernant Ajax. Celle qui était rose, là. Donc pour ceux, parce que ça, on a droit à 2 droïdes qui datent de la fameuse l'arc de Clone Wars, qui s'appelait aussi quelque chose comme Droid Squad ou un truc comme ça. Je me souviens plus le titre de l'arc, là, mais c'était pas loin de ça. Ouais, c'est ça. Et où est-ce que R2 faisait une équipe avec... il y avait un clone commando, d'ailleurs. C'était la première fois qu'on voyait à l'écran les clones commando là, dans cet arc-là. Mais, et un général alien, mais miniature, là, qui rentrait dans la tête, si on peut dire, d'un des droïdes, mais c'est ça. Fait qu'on retrouve le pit droïde là, dans le premier numéro, et là, on retrouve l'unité R2 rose, donc qu'on avait dans cette mini-série-là. Exactement. Et on ne l'a pas mentionné, je fais un autre mini flashback, mais sur la couverture, vous voyez, il y avait bon, son nom m'échappe, Chopper. Donc, c'est Chopper qui a permis à R2 de retrouver 000. C'est vrai que Chopper fait une mini caméo. Ouais. C'est dommage. Une apparition de plusieurs pages, là, mais je veux dire, c'est ça. Voilà, il ne fera pas partie du D-Squad per se, quoi. C'est un peu dommage, ça. Tu vois, j'aurais préféré qu'il reste. C'est comme ça.
Et donc, les retrouvailles entre R2 et QT sont vite écourtées, parce qu'un groupe de droïdes possédés par le Scourge, justement, arrive. Et là, grosse baston, c'est Scourge Squad versus D-Squad, en gros. Donc, énormément de bastons, comme tu disais. Ouais. Et le dernier numéro, dans la mêlée, QT va se faire shooter, mais heureusement, R2 va la réparer, donc très très bien. La D-Squad va gagner, va se rendre ensuite au palais de Jabba, sur Tatooine, pour vraiment avoir les coordonnées d'Ajax. Et là, ils vont tomber, alors, vite fait, sur Lando et Lobo, qui font un peu la connexion avec la série Star Wars, mais surtout sur un groupe de droïdes, là aussi possédés par le fameux fléau, que R2 et QT vont défoncer. C'est vraiment le carnage. Et voilà, et donc ils vont récupérer les coordonnées d'Ajax. Ils vont se rendre sur la planète Métis 3 pour rencontrer enfin le fameux droïde prêtre, donc Ajax. Ce dernier, lui, revient d'une écrasante défaite face au fléau qu'on a pu assister dans le tome, encore une fois, de Dark Droid. Mais voilà, l'arrivée de la D-Squad pour l'aider va le remotiver. Et voilà, tous repartis pour mettre fin, enfin, à la fin du fléau, once and for all. Voilà, ça termine comme ça un peu le tome. Ouais, écoute, les gens auront compris, je crois que, comme je disais tout à l'heure, ça s'insère vraiment dans le reste. Là, donc, je dois dire que quand c'était en termes de sortie hebdomadaire, ça s'insérait très bien. Donc, il y avait une logique de lire tel numéro, puis après ça, un Star Wars, puis après ça, un Dark Droid, et après un D-Squad, etc. Là, il faut avouer que séparé de l'ensemble, à la question quand est-ce que je dois lire l'album, là, c'est problématique parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça, tout s'entremêle. C'est pas dramatique, mais bon, c'est ça. Je sais qu'il y en a que ça va agacer. Là. Personnellement, je trouve que ça change pas grand-chose, mais bon. Justement, pour bondir sur ça, c'est drôle parce que je t'avais dit en début d'événement, donc l'année dernière, cet événement date de fin d'année dernière, mais en fait que cet enchaînement de séries, donc on avait 4 séries régulières, plus la série Dark Droid, plus les D-Squad qui alternaient, et en fait, on devait attendre à chaque fin de numéro le numéro d'après. J'avoue que pour moi, c'était un peu le bordel dans ma tête. J'avais du mal à suivre, et c'est en relisant les fameux 100% Marvel, Dark Droid de son côté, Star Wars de son côté, Dark Vador de son côté, D-Squad de son côté, ça m'a permis d'avoir un récit plus aéré, plus cohérent. Effectivement, c'est vraiment un tie-in dans ce numéro de D-Squad. Donc, à conseiller peut-être à lire juste après Dark Droid. En fait, tu lis Dark Droid, tu lis D-Squad après, et en fait, ça te fait l'effet trilogie originale et prélogie. Tu sais ce qui s'est passé, et hop, tu montes un peu dans le temps, et tu vois. C'est pour ça que je relativise les gens qui critiquent cet aspect-là. Parce que à moins que. C'est ça, peut-être pas la génération qui a découvert Star Wars avec l'épisode 1, là, mais bon, pour les vieux grincheux comme nous. Là, c'est pas si gênant que ça, hein, mais étant donné que c'est un spin-off à Dark Droid, vraiment, si tu te lis Dark Droid et celui-là après, il n'y a pas de problème de compréhension. Quoi. Alors, effectivement, écoute, évidemment, j'ai pensé à toi parce qu'on ne l'a pas dit, là, mais il y a quand même une petite histoire d'amour. Oui, mais j'ai noté ça. Amitié avec Extra entre R2D2 et la droïde Rose. Ouais, complètement. Il y a des petits cœurs, puis tout ça. Je me suis dit, Julien, pas Julien, Jean va être content. Là. Oui, mais j'ai noté. C'est marrant parce que c'est scène. Mais c'est pas exagéré, là. Rassurez-vous, là, c'est pas. C'est ça. En fait, on avait déjà ça dans The Clone Wars. Il y avait déjà une espèce de petite relation là, entre les deux droïdes. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais attends, pour venir avant, on revient au début. C'est sur la fin qu'on a ça. Est-ce que tu veux qu'on parle scénar avant le dessin, peut-être? Scénario, écoute, qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, je mentionnerais peut-être les dialogues, parce que je l'ai mentionné. Bon, évidemment, quand c'est R2D2, on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais pour le reste, écoute, c'est du succulent. Je trouve que la personnalisation de 000, c'est exactement comme on avait dans Dr. Aphra, donc le psychopathe, etc. Excellent. Puis après, l'interaction entre les trois. Donc, 000, IG88, tu sais, IG88, il y a sa façon de parler. Hein, c'est toujours this unit. Je me souviens plus, là, c'est quoi en français, là, ce droïde. Mais bon, cette unité. Puis après, tu as pas Zucus, mais Forellum qui fait que c'est ça, l'interaction des trois, moi, j'ai trouvé ça parfait. Je trouvais ça succulent. Puis, effectivement, ça prenait un événement comme celui-là pour les rassembler. Parce que, tu sais, dans un autre contexte, je veux dire, quel motif ferait en sorte que ces différents droïdes-là. Puis, justement, IG88 et Forellum, c'est des compétiteurs. Donc, c'est même dit à un moment donné, là, on n'est pas des amis, on est des collègues. C'est ça, des rivaux. Des rivaux.
Fait que, non, c'est ça. Fait que du côté scénario, je sais pas c'était quoi la commande que Mark Guggenheim avait eue, mais je trouve qu'il s'en est très bien tiré. La personnalisation des différents droïdes est parfaite. Donc, écoute, je te rejoins. Il n'y aura pas beaucoup de débats dans cette émission, mais je te rejoins totalement. Parce qu'on va pas se le cacher, le scénario, si tu le prends vraiment d'une traite comme ça, tu finis le tome, tu dis ça vole pas très haut, hein, c'est juste le recrutement de R2D2 pour. R2D2 rassemble une petite équipe. Ouais, c'est ça. C'est tout. Il faut avouer que la conclusion se trouve dans un autre album. Donc. Et ouais, ça c'est le problème, ça. Ouais, c'est peut-être le problème de. Mais bon, c'est le rôle d'un tie-in aussi. Mais aussi, moi, ce que je voulais dire, c'est. En fait, cette mini-série, elle n'aurait pas existé. C'était pas. Disons que c'est pas indispensable d'avoir fait ça. Tu vois, ils auraient pu même limite faire un numéro one-shot avec R2 qui va faire son recrutement. Qui va rejoindre Ajax en limite un numéro que tu intègres dans le Dark Droid, quoi. Franchement, ils auraient pu faire ça parce que. Tu sais, écoute, c'est souvent le cas des mini-séries, puis des one-shots, puis des. Regarde, pense au premier événement, War of the Bounty Hunters, il y avait toute une série de one-shots que justement centrés sur des personnages. Un sur Jabba, un sur justement Zuckuss puis Forellum, si je me souviens bien. Il y en a un sur Bush. C'est toutes des choses que, même si tu les as pas, ça change rien. Fait que, faut pas le voir de cette façon-là, parce qu'effectivement, rendu là, tu vas arrêter de lire des comics. Moi, ce qui m'a choqué surtout en parlant de ça, c'est vraiment l'ouverture du tome où tu as R2D2 dans l'espace pendant 9 pages, en fait. Pendant 9 pages, tu es dans l'espace en train de batailler et tu tournes les pages, il n'y a aucun dialogue. Tu es là, ah oui, d'accord, c'est rapide. Donc après, à leur défense, ils ont inclus ce petit one-shot Book of Ajax, pour peut-être compenser, parce que c'est vrai que là, tu t'achètes ton floppy numéro par numéro, tu as l'air un peu, la moitié du floppy, c'est vraiment, il n'y a rien, quoi. Mais c'est très beau, c'est vrai que c'est très joli. Mais après, niveau scénario, je te rejoins complètement, les dialogues. Alors, alors les dialogues, effectivement, de Triple Zero, je trouve que Triple Zero est, comme tu l'as dit, magnifiquement caractérisé, mais le gars est cynique au possible, mais tellement que chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour sortir une phrase, une punchline ou quelque chose qui te fait au moins sourire, quoi. C'est vraiment super bien écrit. Je pense que Guggenheim, il y a un don pour ça, quoi. C'est super. En plus, il est bon. On est en partie spoilers. À un moment donné, il se fait justement il se fait tirer dessus par IG-88, si je me souviens bien. C'est ça. Donc évidemment, c'est ça. Il se retrouve dans la même position que ses 3PO dans l'Empire contre-attaque, qui est transporté dans le dos de Chewbacca. Donc là, il est transporté. Triple Zero est transporté dans le dos de IG-88, et là, effectivement, on a droit exactement aux mêmes répliques, un peu comme C3PO là, contre Chewbacca. Donc, voilà. Vous voyez un peu le genre, mais bon. C'est ça. Oui, si vous connaissez un petit peu le personnage, c'est complètement ça. C'est tout le temps des blagues à la... on va massacrer des gens, quoi, vu que c'est des gros psychopathes. Il y a tout le temps une histoire de décapitation, c'est génial, quoi. Enfin, c'est un humour très particulier, hein. Ça marcherait peut-être pas sur tout le monde. Sur moi, ça a marché, donc ça, c'était très très bon. Et pas que, il y a aussi tout ce qui est alors dialogue entre guillemets, encore une fois, genre au début entre R2 et Choppers, ça m'a fait mourir de rire. Tu as une page où tu les vois se parler en bip bip, et tu te dis ok, et en fait ils s'engueulent en bip bip, et tu te rends compte à la fin qu'ils se comprennent pas, parce qu'apparemment, je savais pas, mais les unités R2, les unités C1 dont appartient le Chopper, ils se comprennent pas en fait. Ils ont besoin de WAC qui va faire la traduction, parce que j'imagine que les R2, peut-être que les R2, les R3, les R4, le modèle R se comprend, mais peut-être pas le modèle C, je sais pas. En tout cas, c'est qu'en plus, c'est que chaque rencontre avec chaque nouveau droïde qui s'additionne dans l'histoire est toujours un conflit dès le départ. Même Chopper, c'est un allié d'R2D2. Lui, c'est un conflit. Bon, ça va avec la personnalité de Chopper et d'R2D2, mais après ça, évidemment, chaque chasseur de primes, ça commence avec une fusillade ou quelque chose comme ça. Et puis à la fin, ça se calme et puis il se team up à la fin. Ouais, non, c'est vraiment trop bien. Il y a ça, et niveau scénario aussi, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, c'est pareil, c'est le fait d'avoir lu Star Wars, Vador et Afra et tout le bazar. On relie assez bien la série Dark Vador, tu vois, on voit comment BT-1 est contaminé par le fléau, donc petit lien sympa. Tu as les arrivées de IG-88 et de 4LOM qui viennent de Bounty Hunters, donc si tu as lu la série Bounty Hunters, c'est relativement bien fait le lien, et Lando et Lobot surtout font un lien léger, hein. C'est juste histoire de dire quoi, qu'il y a un petit lien avec les séries Star Wars, mais ça fait sens, puis l'apparition de Lando m'a fait plaisir et tout. Bref, donc les petits liens les petites connexions entre séries, c'est aussi un plus, et que Guggenheim est vraiment doué. C'est un crossover. S'il y a un lien, c'est quoi l'utilité de faire des crossovers? Ouais, mais tu te rappelles pour la trilogie Kira, même si le premier était pas mal, les deux autres, j'ai l'impression qu'ils poussaient le crossover pour vraiment dire que voilà, Kira. Bon, bref, on va pas revenir sur ça. Un autre gros point, alors j'ai noté la romance entre R2 et QT. Alors c'est drôle, mais c'est d'autant plus drôle que
as l'impression qu'ils vont s'embrasser un moment parce qu'ils se rapprochent, tu vois, les deux. Et là, tu as 000 qui arrive et qui vient faire sa blague à la con, qui vient casser l'ambiance. Même lui, encore une fois, moi, j'ai vu la référence à C3PO dans le Faucon, oui, c'est vrai. entre Han Solo et Leia quand ils vont s'embrasser. Ah ouais, peut-être, disons, il y a plein de, tu vois, il y a plein de petits liens comme ça que je n'avais pas noté. C3PO a toujours été le miroir, évidemment, de C3PO, comme BT-1 était le miroir d'R2-D2. C'est vrai. D'ailleurs, au début du tome, je pensais vraiment qu'on allait swapper, que tu vois, comme BT-1 était indisponible, R2 allait faire équipe avec 000, et puis C3PO, comme il s'est contaminé, comme BT-1, allait. Mais en fait, non, ça part pas sur ça, mais bon, ça c'était intéressant. Ouais, parce qu'on l'a pas mentionné, mais c'est ça, 000 à ce moment-là est contaminé. C'est 3PO. Ah non, c'est 3PO, c'est 3PO. Oui, et alors ça se voit, on voit ça dans le tome Dark Droid. Ouais. Après, il y a quoi la fin, j'ai noté la fin avec Ajax qui fait le lien avec Dark Droid, donc ça c'est très bien. Voilà, en gros c'est tout. Hein. Ouais, le Book of Ajax, là, le mini one-shot à la fin du premier numéro, personnellement, moi je l'aurais préféré scénaristiquement, je trouve qu'il fait plus sens dans Dark Droid en fait. Tu vois, c'est con, mais les origines d'Ajax, c'est intéressant, mais Ajax, à part la fin, tu sais pas vraiment d'où il sort. Comme une mini-confrontation avec Luke Skywalker qui est racontée par Ajax à son majordome, je sais pas comment il faut dire, là, mais à un de ses dévots. Ouais, t'as raison, mais par contre, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ça a le mérite que les gens qui vont lire juste la série Dark Droid, D-Squad, oui, c'est effectivement. Vont peut-être comprendre c'est qui le personnage à la fin. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça permet d'introduire le personnage, effectivement. Voilà. Après, niveau dessin. Non, écoute, si on parle graphique, justement, tu l'as mentionné, c'est très beau. Moi, je pense que, écoute, ils ont. Pas que ces personnages humains et aliens, tout ça, sont ratés, parce qu'ils sont quand même bien aussi, mais ils ont pris un dessinateur vraiment que pour ce qui est des droïdes et des équipements, des vaisseaux et ça, c'est A1, A++. C'est vraiment parfait. Vous ne trouverez pas d'incohérence d'une planche à l'autre. Vraiment, là, fait que pour une histoire de droïde, j'ai trouvé que c'était parfait. C'est magnifique en termes de dessin. Moi, j'apporterais une petite réserve sur les couleurs, par contre. Je pense que ça défile à l'écran. Le coloriste, j'ai trouvé... c'est un album très coloré, mais c'est ça, j'ai trouvé certains défauts ici et là, parfois. Entre autres, par exemple, on a des fois dans la même case ou dans la même planche, on a à la fois 000, Forellum et IG-88, et les trois ont l'air d'être la même couleur, alors que normalement, IG-88 est gris, alors que les deux autres sont noirs. Puis c'est ça, côté couleur, je trouve que c'est pas... c'est très coloré, hein, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Oui, mais c'est vrai que ça contraste avec Dark Droid, justement. Donc, je crois que c'était Lucross sur la série principale, qui est très très dark et très très sombre. Et c'est un événement relativement sombre. Hein. Il y a pas mal de tragédies qui se passent. On le verra quand on critiquera Dark Droid. C'est assez trash par moment. Et là, c'est vrai que, alors, c'est plus la couleur que le dessin. Le dessin, encore une fois, parfait, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que la couleur, ça donne plus l'aspect d'une série animée. Justement, les fameux épisodes Droid que tu mentionnais dans les séries animées, t'as toujours ces passages un peu plus légers, un peu plus jeunesse. Plus enfantin, plus jeunesse. Et là, ça fait complètement ça, quoi. C'est vraiment des plages. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le dessinateur, alors souvent, il dessine pas les backgrounds. Les backgrounds, c'est souvent des plages de couleurs, comme tu le vois là. Peut-être une petite paresse de ce côté-là. Par moment, pas tout le temps, mais effectivement, il y a très très peu de panorama. Tu vois, il y a un peu Rylot, Tatooine à la fin, mais c'est beaucoup de plages de couleurs derrière, sans trop de fond, quoi. Donc, c'est un peu le seul reproche qu'on peut lui. Ça et les couleurs, effectivement. Très, 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 très flashy, par moment. Ouais. Mais écoute, c'est histoire de chipoter un peu, puis d'aller spotter le défaut, là, parce que comme je disais, au niveau dessin, justement, si ça avait été quelqu'un qui fait des lignes droites toutes croches là, sur des droïdes, ça aurait tout simplement pas fonctionné. Ah, complètement. Et c'est pas un style cartoon non plus. C'est vraiment là, très, très exact. On peut peut-être mentionner par contre le design du vaisseau qui est vraiment merdique. Mais le vaisseau utilisé par les droïdes pour se déplacer d'une planète à l'autre, pas merdique dans le sens que c'est mal dessiné, mais c'est vraiment le pire vaisseau. C'est une brique avec un cockpit. Là, si on le voit vraiment, on le voit de face, là, c'est vraiment c'est pas très inspiré. Un vaisseau très industriel. C'est vrai.
Ouais. Puis on voit à l'écran le fameux cyborg là, dont tu parlais. Là. C'est ça. C'est une espèce de punk cyborg. Là. Ouais, très années 80 aussi. Ouais, c'est fait. Moi, je trouvais c'est ça, il y avait une petite ambiance jeunesse, comique jeunesse là-dedans. Mais pas totalement non plus, là, pas léger puis ridicule comme on voit dans des comics jeunesse. Donc, non, ça reste très bien fait, très bien dessiné. Et notamment les phases d'action, j'ai trouvé les phases d'action, mais magnifiquement dessinées, très très lisibles. Ouais, on comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. T'as un espèce de duel entre BT-1 et R2 au tout début qui est très très dynamique et très drôle aussi. Ce qui est drôle, c'est que t'as des bastons qui partent dans tous les sens. Le fameux truel, là, pas le duel à 3, le Mexican standoff. Pareil, t'as des dialogues toujours de For LOM, IG88 et Scourge qui vient rajouter ça. C'est très très drôle à lire. C'est ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui s'échappe de ce tome qui me plaît énormément. Ouais. C'est ça. Sympathique. On sort, puis effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'est sympathique. Là, on voit le fameux, à l'écran, le fameux QT, Love Interest de R2. Donc... QT. Côté. Voilà. QT. Ouais, c'est ça. Lisez-la en anglais, là, les lettres en anglais, vous allez comprendre le jeu de mots dans les lettres. Excellent. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? En fait, tu en avais déjà mentionné vite fait, mais en easter egg, entre guillemets, j'avais juste le fait que, voilà, en fait, pour préciser vite fait, moi j'ai appris ça en faisant des recherches sur ce tome-là, mais la Disquad, c'est déjà un groupe de droïdes déjà apparu dans le canon. Tu le disais dans la série animée The Clone Wars, à la saison 5, il y a 4 épisodes qui sont focus sur R2D2, et c'est un petit groupe de droïdes, donc qui est généralement c'est des astromechs, il y a 3-4 astromechs, et donc le fameux pit droïde WAC, je sais plus combien, 47 là. Et là, c'est cool que Guggenheim, tu vois, il aurait complètement pu zapper cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien, hein, il aurait pu prendre des droïdes random, mais c'est cool que Guggenheim, justement, a respecté la série, comme quoi la littérature respecte plus, enfin ça va que dans un sens généralement, mais bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà, le fameux WAC 47 qui apparaît donc en début de numéro, et aussi je crois que c'est une variante cover vite fait, on n'a pas parlé des covers, on en parlera après. Mais qui est là, vite fait, mais qui est là. Et surtout, voilà, c'est QT. Moi, je voulais parler de QT. J'ai appris qu'en fait, c'était l'astromech de la Jedi Ayla Secura. C'est quoi? Segura? Secura, voilà, pardon. La fameuse Jedi Twi'lek. Il n'y a pas de ce détail-là. Voilà. Alors, il y a une mention. Alors, elle n'est pas mentionnée, elle, dans le tome, mais elle est indirectement mentionnée, on va dire. Comme quoi elle donc elle s'est fait tuer pendant l'Ordre 66, tout ça. Et en fait, QT, qui était associé à ce Jedi-là, est rentré sur Rylot et a vécu avec Loris Kona. Alors, Loris Kona, c'est un personnage qui est mentionné encore une fois dans le tome, mais qu'on voit pas du tout, qui a aucune background, rien du tout, c'est juste un nom, et qui est un ami de Sekura, et c'est pour ça que QT est resté là suite à la mort de Sekura. Donc, c'est très, très pointu comme clin d'œil, mais je trouve ça respectueux et c'est cool quoi, de retrouver. Bref, c'est une bonne collection de droïdes ayant une personnalité. Là. Évidemment, il n'y a pas de battle droïde, mais bon. Puis, écoute, évidemment, il nous manque K2SO parce que nécessairement, à cette époque-là, K2SO est décédé. Par contre, on ne l'a pas mentionné, mais il y a des droïdes K2. Donc, il y a un affrontement à un moment donné, donc avec plein de droïdes. Style K2SO. Et je me demande même s'il n'y en a pas que c'est des droïdes, comment ils les ont appelés, là, des Dark Troopers là, dans la série Mandalorian. J'ai cru en apercevoir un, il me semble, là, dans une des planches. Ouais, c'est ça. Oui, non, là, on voit la fameuse baston finale sur Rylot avec les K2SO like. Là. Bref. Et donc, en cool, justement, voilà, ce fameux pit droïde, comment il s'appelle, WAC quelque chose, là. Donc il est là vite fait, mais alors il est là, tu te demandes comment, R2 était tout seul dans l'espace et c'est lui qui a dû le... Il sort de nulle part, on est dans du très Star Wars. Là. Voilà, c'est pas si grave que ça. Et là on peut voir aussi que niveau cover, ils s'en fait plaisir avec Tom Riley là, qui a fait des variantes cover de toute beauté, là, avec une espèce de style relativement commun à tous les droïdes de cet épisode. Moi je préfère de loin ceux-là, donc je trouve ça très dommage là, que Panini n'ait pas fait le choix de choisir un des variants. Évidemment, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des coûts additionnels dans ce temps-là. Mais les couvertures normales, là, j'avais son nom tout à l'heure. C'est une équipe, en fait, c'est Aaron Coder et Frank Martin ensemble là, qui ont fait les 4 couvertures. Et je peux pas dire que je suis
impressionné ou bon, c'est pas. Je trouve pas que ça attire l'œil et l'intérêt là, au travers, par exemple, dans un magasin de comics, au travers ou une librairie. Là. Ah, je sais pas. Au travers de plein d'autres, je sais pas. Tu vois, on sera peut-être pas d'accord sur ça, finalement, un sujet de Discord, mais je les trouve. Oui, la troisième et quatrième meilleure, je dois dire, là, avec puis, je sais pas pourquoi on change de style, je trouve. Ouais. Moi, je trouve justement. Là, on tombe dans du photoréalisme, pratiquement. Ouais. Mais c'est ça que Panini et Marvel ont choisi, la numéro 4, et je trouve que justement, ça résume bien le truc, tu vois, le squad qui est là. Pour moi, ça me vend le truc, tu vois. J'ai trouvé ça relativement, tu dis, ultra réaliste. J'ai bien aimé la 1, la 2, peut-être un peu moins. La 3, par contre, avec l'œil de Zucus, en gros. Je sais pas, oui, la proposition est sympathique, mais je sais pas, j'aime bien l'aspect de la 1 et de la 4. Bon, c'est une question de goût après. Ouais, bref, écoute, ça fait le tour pour cet album-là. Je suis curieux de voir quelle note tu vas lui donner, considérant, parce que, évidemment, c'est toujours une question, il ne faut pas voir ça comme est-ce que ça a changé notre vie de lire cet album-là? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que pour ce que c'est, pour ce qui est le principe, est-ce que ça fait la job, justement? Tu donnerais quelle note à D-Squad? Bah écoute, comme à Dark Droid, on le verra dans l'émission, j'ai une note, comment tu dis, si tu l'inclus dans la chronologie Star Wars, peut-être un petit 12, quoi. Mais, tu vois, une fois que je me suis mis dans la tête que c'est pas grave que ça soit entre l'épisode 5, 6, enjoy l'histoire comme elle est, ben, écoute, là, en la relisant, en préparant l'émission, j'ai vachement aimé, en fait. J'ai beaucoup aimé que ce soit Dark Droid et ce Discord-là. Donc, un bon 15 sur 20, un bon compagnon à la série principale. Encore une fois, elle est complètement dispensable. On va pas conseiller aux gens de la lire si ça vous intéresse. Si vous êtes fan de R2, par exemple, je sais pas, il y a des fans de R2. R2 est vraiment mis en avant, c'est le héros de ce tome-là. Il fait des trucs de fou, parfois, comme R2 le fait souvent dans les séries d'animés, notamment. Mais après... tu sais, c'est une mini-série en 4, fait que là, évidemment, c'est rattaché à un événement, mais même, on annonçait les prochaines, là, par exemple, celle sur les Ewoks, là, ben, évidemment, là, que si ce qui vous fait triper, c'est les affrontements entre Jedi et Sith, je doute que dans la série Ewok, vous trouviez ça, là, qui est cher à votre cœur. Donc, c'est normal, là, tu sais. Mais comme tu dis, peut-être que R2 a pas... On l'aime, R2, là, mais à part ceux qui construisent des droïdes, bon, c'est peut-être pas... c'est rare. En dehors de ceux qui construisent des droïdes, qu'on a des cosplays de droïdes. C'est vrai. Mais tu vois, je pense à Seb de l'équipe. Là. Seb, il est à fond droïde. Je pense une petite histoire de droïde. Ceux qui aiment alors ils sont souvent critiqués, les épisodes droïdes des séries Rebels ou la Clone Wars. Parfois, c'est un peu chiant, c'est un peu gamin. Ben là, on est un peu là-dedans. Un peu. Peut-être pas avec l'humour de 000, mais quand même. Et oui, donc pourquoi pas. C'est ça. J'ai quand même préféré de loin cet album-là à l'arc de Clone Wars dont tu parlais. Complètement. Ouais, moi pareil. Ouais. Mais voilà. Donc, malgré le Clone Commando qui était dans le dernier épisode. Et toi, sinon, si tu devais noter... écoute, moi, c'est un peu comme toi. Je vais lui donner un 16 sur 20. Donc, quand même une bonne note. Là, je trouve que c'est ça. Qu'est-ce que je peux lui reprocher? C'est peut-être justement au niveau couleur, au niveau arrière-fond. Mais écoute, c'est pas pour comment dire, l'objectif de la série, c'est réussi. Ouais. Et on s'emmerde pas non plus. Il y en a là, des comics là, que tu lis du texte, puis des histoires, tu te dis est-ce que ça valait vraiment la peine d'expliquer tout ça? Là, écoute, c'est tellement un comics d'action. Moi, ma référence restera toujours le mini crossover le Vader Down dans le canon, là, qui était justement bourré d'action, ça peut être partout. Puis là aussi, c'était beaucoup 000 BT1. Donc, on retrouve ça ici. Là. J'ai bien apprécié. Puis, même s'il n'est pas là tout le long, Chopper, la présence de Chopper, comme je disais, l'interaction 000, IG88, puis Forellum, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment excellent. Bon, certains diraient, par exemple, Loïc, souvent sa référence, c'est est-ce que ça fait Star Wars ou est-ce que je me l'imagine en film? Ben, ces interactions-là, moi, je me les imaginais un peu comme le dernier épisode de la première saison de Mandalorian, fait par Taika Waititi, où est-ce que justement ça commençait un peu à la Tarantino. Tu avais 2 Scout Troopers qui discutaient et qui frappaient Grogu dans leur salle. c'était sympa cet épisode. C'est un peu comme ça que je vois ça. Le petit côté comique, humour, que moi je trouve ça fait Star Wars. Je trouve que ça s'inscrit très bien dans Star Wars, mais je sais qu'il y en a que c'est pas le type d'humour qu'ils veulent dans Star Wars. Bon.
Après ça, c'est des choix. C'est l'humour, c'est assez subjectif, mais encore une fois, là, je rebondis sur ça, ils ont choisi vraiment les droïdes qu'il fallait, quoi. Chopper Zella, BT-1 et 000, ce sont droïdes excellents. R2, C-3PO n'est pas là, donc ça c'est un bon point aussi, parce que bon, généralement il n'est pas trop. Il est quand même omniprésent le reste du temps. Donc. Ouais, il est un peu chiant. Il est limite mieux quand il est possédé que quand il est lui-même, on va dire. Mais non, on en reparlera dans l'épisode sur l'album Dark Droid. Ouais, ça marche. Ok. Excellent. Donc, c'est sur ces quand même très bonnes critiques et très bonnes notes qu'on va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à venir nous donner vos commentaires, nous dire ce que vous avez pensé de cette petite histoire-là, que ce soit si vous avez déjà l'album en français ou si vous les aviez pris à l'origine en anglais, et plus largement de l'événement aussi, là. Dark Droid. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que c'est quand même meilleur que les 2 événements précédents, centrés plus sur Kira et son empire caché, là? Donc, c'est ça. Je suis très curieux d'avoir vos avis en commentaire ou, par exemple, sur le Discord. Sur YouTube, évidemment, hein, on partage les pouces, les commentaires, les cloches, etc. Ça fait une énorme différence dans le référencement et dans les visionnements des épisodes. Si je te demandais, Jean, qu'est-ce qui s'en vient côté, on va se limiter aux littératures? Qu'est-ce qui s'en vient côté littérature? Ça va être très simple. Au niveau roman, il y a notre critique du dernier roman sorti en date, qui est Temptation of the Force de Tessa Gratton, qui sortira peut-être fin août, début septembre, on va dire. On est un peu en retard, hein, tu vois, j'avais même oublié que... Ouais. On est plusieurs à le lire dans l'équipe et bon. Là, on attend qu'il y ait différentes personnes et fini de lire. Qu'on soit tous OK. Et au niveau comics, on a donc, on parlait, on n'a pas arrêté de mentionner le tome Dark Droid. Donc, il était censé venir avant cet épisode-là. Malheureusement, il viendra un peu après. Dark Droids, le tome dédié à la mini-série. Et également Star Wars Dark Droid. Alors là, c'est la série Star Wars pendant le crossover Dark Droid. Je ne sais pas si vous suivez encore. Qui va aussi sortir. Le tome 7, hein, je crois. Qui est le tome 7 de la série Star Wars. Voilà. Et un peu plus tard, par contre, là, je ne sais pas si je le nonce. Ouais, vas-y, tant qu'on y est. On aura un tome La Haute République qu'on critiquera aussi, mais après ces deux-là, qui s'appelle Les Ombres du Flambeau, un truc comme ça. Qui est sorti, je sais pas. Oui, c'est ça. Je pense que c'était une mini-série en 4 aussi, hein, qui avait eu au début de la phase actuelle. Là. Exactement. La 3e phase de la Haute République. Voilà, qui faisait un petit peu intro de la phase 3 et qui sortit, je sais pas, mi-août et qu'on fera dans la foulée. On essaie de rattraper ça petit à petit, puis voilà. Ouais, exact. Et le prochain roman qui sort en septembre. Là, donc, est-ce que tu as le titre ou quelque part le Young Adult. Le Young Adult. Tu me prends de cours, là, mais... Ouais, je me suis vu, mais effectivement, le prochain roman jeune adulte là, à sortir. Je me demande si c'est Justina Ireland, l'autrice. Non, pas encore. Je sais plus, j'ai un doute. Mais je crois que c'est, ouais. Bref, excellent. Et, écoute, merci Jean, content de te retrouver après les vacances estivales. Et de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous. Bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.